J'ai entendu des âneries du style qu'aujourd'hui je fais de la politique, je ne suis plus un psychanalyste. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Comment présenter le psychanalyste, peut-être le plus connu du monde universitaire et psychanalytique d'aujourd'hui, mais également le plus politique et le plus médiatisé. Une fois n'est pas coutume, nous aurions pu commencer cet épisode par sa blague, qui n'en est finalement pas une, celle du berger et de l'expert, où un berger qui fait tranquillement paître son troupeau au fond d'une campagne se voit interpellé par un homme arrivant en Range Rover rutilante, complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès, et demande au berger: si je peux vous dire exactement combien de moutons il y a dans votre troupeau, m'en donnerez-vous un ? Après avoir trouvé le nombre exact de moutons à l'aide de son téléphone cellulaire, de navigation sur internet, de connexion avec la NASA et d'une base de données incroyable, il repart avec la bête qu'il met à l'arrière de son véhicule. Le berger l'interpelle alors: si je devine avec précision ce que vous faites comme métier, est-ce que vous me rendrez ma bête ? Vous êtes expert, vous faites des audits et du conseil, dit le berger. Le type acquiesce et lui demande comment il a deviné. Le berger répond: c'est facile, vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé. Vous voulez être payé pour répondre à une question dont je connais déjà la réponse et dont tout le monde se fout. Et manifestement, vous ne connaissez rien au métier. Rendez-moi mon chien. C'est ainsi que se présente Roland Gori lorsque l'on l'entend dans les médias, lorsqu'on le lit et bien sûr lorsqu'on le rencontre. C'est-à-dire un clinicien engagé et passionné. Haïssant son passage au lycée, la télévision ou encore, dans un autre registre, les évaluations et les experts qui ne savent pas de quoi il parle, passionné par les passions, le langage et les effets qu'il produit, Roland Gori a bien voulu retracer son itinéraire, son histoire à rebrousse-poil, pour nous évoquer ses choix, sa carrière, ses difficultés à s'émanciper de sa famille et son désir de devenir psychanalyste, écrivain et universitaire, alors même que ses parents trouvaient que psycho, c'était ridicule. Encore un immense merci à Roland Gori pour ses échanges et pour son franc-parler. Bonjour Roland Gori. Bonjour Olivia. Merci de me recevoir ici, chez vous à Paris. Je vous en prie, avec plaisir. Il s'agit de pouvoir parler de votre parcours de psychologue, professeur, clinicien, psychanalyste, je ne sais pas comment vous aurez envie de le définir, en tout cas de ce qui fait votre itinéraire, votre parcours, votre chemin. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez donc vous présenter succinctement ? Alors, Roland Claude Gori, j'avais un deuxième prénom, même s'il est hors d'usage, si je le dis aujourd'hui. Actuellement, je suis professeur honoraire de psychopathologie clinique, c'est-à-dire que j'ai donc quitté l'université, j'ai pris ma retraite au niveau de l'université. J'ai toujours une activité psychanalytique très soutenue et j'ai, je dirais, un désir d'écrire qui alors ça on en parlera, mais qui s'est noué déjà très tôt et qui à l'heure actuelle a la possibilité de se réaliser, de s'accomplir. Et donc je ne prétendrai pas être écrivain, mais au moins essayiste. Donc j'écris des bouquins surtout, je donne pas mal de conférences et je suis engagé, je dirais, dans des mouvements citoyens. Ce matin par exemple j'avais une vidéo avec le syndicat Sud à la suite d'une chronique que j'ai réalisée à leur demande sur le procès en appel de France Télécommunications qui aboutit, comme vous le savez, à des souffrances terribles pour les salariés au moment de la conversion de France Télécom en Orange, où il y a eu des suicides, des violences, je dirais, et qui a révélé d'une certaine manière un management très technocratique,
Donc actuellement, je suis pas mal sur ces terrains où je suis sollicité, moins par d'ailleurs mes collègues psychanalystes que par justement des artistes, des politiques, des responsables syndicaux, voilà. C'est un petit peu aujourd'hui, si on prend l'histoire à rebrousse-poil, parce que vous savez sans doute que je suis passionné de Walter Benjamin, comment j'en suis venu là aujourd'hui? J'en suis venu là par un itinéraire personnel, comme chacun d'entre nous, bien évidemment. Cet itinéraire étant marqué peut-être par à la fois ma passion de la langue et du langage, dans un univers, je dirais, qui était très créolisé en termes linguistiques, comme le définirait Édouard Glissant ou Patrick Chamoiseau, c'est-à-dire dans un univers où mon père parlait un français absolument impeccable, très très châtié, je dirais presque bourgeois d'une certaine manière, comme il parlait d'ailleurs un italien très châtié, alors que mon environnement parlait un mélange parfois de patois italien, napolitain, florentin, enfin un peu provençal, beaucoup de marseillais. Et donc je crois que très vite je me suis heurté à cette question du langage et des effets qu'il produit, comme du désir de l'explorer, de le comprendre. Alors ceci pour vous dire que après les études secondaires que j'ai haïes, je pense comme Pasolini qu'il serait de bon ton de détruire deux instruments d'assujettissement des prolétaires par la bourgeoisie et des enfants prolétaires par la bourgeoisie, le lycée et la télévision. S'il doit y avoir une véritable réforme de gauche, c'est vraiment les premiers décrets qu'il faut signer, supprimer la télévision et supprimer le lycée. Est-ce que vous a déplu au lycée? Au lycée, si vous voulez, bon, là, je vais vous raconter ma vie, elle est privée, mais je vais vous la confier. Disons que j'ai d'abord commencé par le collège. À l'époque, je dirais que les enfants de classe sociale, je ne vais pas défavoriser, il ne faut pas exagérer, mais qui n'étaient pas en tout cas des enfants de la bourgeoisie, plutôt que d'être orientés vers les lycées, étaient orientés vers ce qu'on appelait des cours complémentaires, une espèce de collège, si vous voulez, de premier cycle. Bon, il se trouve que par chance ou par malchance, j'avais un an d'avance et je travaillais plutôt bien. Donc du coup, on a convoqué mes parents, leur disant qu'il fallait absolument que je fasse des études plus longues et donc que j'aille au lycée. Et là, ça a été l'horreur. Autant j'étais bien dans mon quartier, avec des gens qui parlaient ma langue d'une certaine manière, qui avaient des préoccupations existentielles très proches des miennes, autant pour moi, le lycée, c'était une bande de jeunes cons, des enfants de la petite bourgeoisie qui se prenaient pour la grande, et j'ai vraiment pas aimé, comme j'ai pas aimé le fait de devoir porter un uniforme. J'étais pas dans mon milieu, j'étais une espèce de transfuge social, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais un déclassement social par le haut, quoi, bon. Et donc, j'ai eu une crise d'adolescence, et là, au moment, donc j'ai passé mon premier bac scientifique, c'est ce qui correspondrait aujourd'hui à tout ce qui est orienté vers les maths et la physique, et donc je suis passé en ce qu'on appelait maths LM, puisque j'étais en quelque sorte un peu orienté pour des écoles d'ingénieurs. Bon, j'ai fait du russe, j'ai fait de l'anglais, qui est deux langues que je déteste, que je suis incapable de parler. J'ai fait 12 ans d'anglais, je déteste cette langue, et je suis pas capable de demander un café à New York. Et j'ai fait 5 ans de russe, et quand j'étais à Saint-Pétersbourg, je ne savais même pas dire bonjour et merci. Enfin voilà. Oui, c'est normal, puisqu'on nous faisait apprendre à cette époque-là les langues, non pas de manière orale, mais de manière écrite. Mais j'étais bon d'ailleurs, hein. J'ai eu le premier prix d'anglais jusqu'en seconde, même si à l'heure actuelle, je suis incapable de demander un café, mais parce que je déchiffrais en quelque sorte l'anglais. Quand je déchiffrais l'alphabet russe qui me plaisait beaucoup, je dirais à la manière de l'algèbre, c'est-à-dire en tant que langue morte. Bon. Alors je reviens donc à nos moutons. Disons que en maths LM, j'ai une crise, j'ai 16 ans, 17 ans, et j'ai une crise d'adolescence un peu vive, un peu violente. J'ai plus du tout envie d'aller au lycée. Je suis pas bien dans cette classe avec ces gens, etc. Et donc j'ai vraiment envie d'arrêter. Et il y a un prof de philo qui sauve mon bac, qui me dit, écoute, t'es pas mauvais en philo, laisse tomber maths LM, ne pars pas du lycée, viens chez moi, je te fais au moins passer le bac. Et effectivement, il m'a fait passer le bac. Et après, le bac, je savais pas trop que faire. Je voulais m'émanciper, puisque c'était un gros problème. J'étais adoré par mes parents, qui étaient des gens tout à fait merveilleux avec moi, dont j'étais le fils unique, dans une culture méditerranéenne, donc, si j'ose dire, qui dénie doublement la castration. À la fois, c'est un garçon, et à la fois, donc, c'est le seul, enfin bon, bref. Et donc j'ai eu besoin de m'émanciper en m'arrachant d'une certaine manière à mon milieu familial et en décevant profondément mon père qui voulait que je sois ingénieur, de que sera d'ailleurs mon petit-fils ultérieurement, pour rapiécer, si j'ose dire, les trous de l'histoire.
se trouve dans le tissu de l'histoire. Mais là, pour l'instant, il n'est pas question, vous n'avez pas entendu parler psychanalyse, Non, il n'est pas question de ça pour l'instant. Non, ça m'intéresse à peine, je dirais qu'on n'en parle pas dans la famille philo. Non plus. Non, alors mon père considérait que c'était tout à fait ridicule de faire des études de psycho, ça on va y venir, c'est-à-dire que une fois que je veux m'arracher de ce milieu familial, qu'est-ce que je fais? Je fais des remplacements d'instit, et puis des remplacements de profs de collège, ce qui est assez amusant, parce que moi qui déteste l'anglais, je me retrouve donc enseigner le français, l'anglais et le sport, et l'histoire dans un collège. Alors bon, le sport, l'histoire, le français ça allait, l'anglais c'était assez horrible, je dois dire, mais enfin bon, comme c'était des petites classes de 6e, 5e à l'époque, ils ont subi le même enseignement que moi, c'est-à-dire de langue morte. Je crois que ça joue beaucoup d'une certaine manière, ce qui va me déterminer sans le savoir, parce que je pense que c'est absurde d'essayer de rendre compte de ce que l'on est devenu à partir de nos déterminations conscientes, c'est à partir des rationalisations qu'on se donne pour justifier les choix qu'on a faits. Je crois que ce sont les choix qui nous ont faits et pas nous qui les avons faits. Donc si vous voulez, à ce moment-là, je fais des remplacements pour gagner un peu ma vie, pour avoir un studio, j'avais 18 ans, une voiture, bon, donc c'était à l'époque, dans les années 60, tout à fait exceptionnel, et donc je jouis de cette nouvelle liberté, bien évidemment, et je passe à ce moment-là ce qu'on appelait propédeutique. Propédeutique, lettres et sciences humaines, c'était très sélectif, c'était un peu comme les grandes écoles maintenant, puisqu'il y avait à peu près 10% de réussite dans cette première année où on faisait beaucoup de philo à ce moment-là. Avec une idée de profession? Aucune idée, autre que, puisque je fais des remplacements d'instit, c'est quand même plus intéressant de faire le collège, plus intéressant de faire de l'enseignement secondaire, et donc, voilà, je me trouve un peu sur cette voie-là, bon, je réussis propé pour aller vite, et là je me demande qu'est-ce que je fais. C'est là la grande question. Donc à l'époque, si vous voulez, on entrait en licence, mais la licence n'avait rien à voir aujourd'hui, là, avec une licence à l'époque, on pouvait tout à fait enseigner, ensuite, on passait un CAPES ou un grec, mais c'était tout à fait autre chose. Et alors, s'inscrire dans quelle licence? Spontanément, j'écrivaillais un peu, donc des fragments de romans, des poèmes, des projets de pièces de théâtre, etc. J'aurais bien fait des lettres modernes, mais j'avais pas fait de latin, j'avais pas fait de grec. J'étais un produit, si vous voulez, des formations scientifiques, mathématiques, pas du tout. Bon, et donc à ce moment-là, c'était un peu coincé. Même chose pour l'histoire. J'avais une passion pour l'histoire, j'avais eu d'excellentes notes en philosophie de l'histoire, ce que je vais retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire un demi-siècle plus tard, je vais retrouver ces auteurs qui m'ont passionné à l'époque, comme Irénée Marou, comme Jean-Pierre Vernant, etc. Bon. Et donc, l'histoire, même chose. Je suis bloqué parce que j'ai pas fait de latin, j'ai pas fait de grec, à l'époque c'est exigé, et donc je sais pas trop que faire. J'aurais bien fait médecine pour faire plaisir à ma mère, c'était ce qu'elle souhaitait, ce qui implique aussi que je me tourne vers le soin à un moment donné dans mon trajet, mais médecine, ça demandait trop de boulot, j'étais pas équipé pour ça, je voulais pas retourner chez mes parents et abandonner, je dirais, mon salaire qui me permettait de vivre indépendant, etc. Biologie m'intéressait pas tellement, et sciences m'intéressait plus, pour aller vite. Et donc je trouve psycho, c'est très à la mode, sciences humaines, sciences sociales, etc. Vous en entendez parler ou vous le découvrez? J'en entends parler notamment par un prof de sciences de l'éducation qui à l'époque donnait des cours particuliers, et je prenais des cours particuliers un peu chez lui, vous savez, cette espèce d'écurie, bon c'était pas que les écuries de médecine, mais ça existait quand même aussi en lettres et sciences humaines, donc et là, je m'inscris en psycho et j'ai une véritable passion pour ce qu'on appellerait aujourd'hui la psycholinguistique, voyez, ou la pragmatique, disons pour aller vite, les conduites verbales, ce qu'on appelait le comportement verbal à l'époque. Vous vous inscrivez dans quelle université? Alors, en fait, dans la faculté des lettres et sciences humaines d'Aix-en-Provence, qui était très orientée psychologie expérimentale, épistémologie aussi, et je suis d'ailleurs très intéressé par les cours de Georges Noisé. Et puis, il se trouve que la première année, je sors major de promo pour aller vite, alors que je travaillais, donc j'étais vraiment à temps partiel. En tant qu'instituteur. Oui. Alors à l'époque, j'étais prof de collège à ce moment-là. Voilà. Donc j'avais un peu plus de liberté quand même. Et Georges Noisé, je lui dois beaucoup à ce niveau-là, me propose, je réussis aussi un certificat que j'aimais pas, parce que la licence était constituée de certificats, qui était la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, mais finalement j'avais réussi à faire en 1 an ce certificat qui se faisait en 2 ans, pour aller vite. Et la psychologie sociale qui m'intéressait déjà beaucoup à l'époque. Donc si vous voulez, Noisé, qui est un peu chargé de la promotion psycho dans un cadre dominé par les philosophes, c'est très important, et les sociologues, mais surtout les philosophes, me dit qu'il faut absolument que j'arrête
si j'ose dire, de travailler, que je me mette à faire à plein temps des études de psycho. Et donc finalement, là, j'accepte, en négociant avec mes parents, de retourner chez eux, à condition qu'ils me laissent un peu de liberté, ce que je savais pas quand j'étais au lycée, vous en doutez. C'est important, cette manière de s'arracher, bien sûr, hein. Une aliénation que l'on a soi-même choisie et finalement dont on parvient à s'affranchir à partir du moment où on ne délègue plus à l'autre une autorité sur soi. C'est l'autonomie, c'est ça véritablement. Et donc je vais en sciences et là j'ai une passion pour la neurobiologie des comportements. Ça marche très fort, la neuroanatomie, la neurophysio. Je travaille beaucoup avec un copain qui vient de disparaître, qui s'appelle Jean-Léon Beauvois, qui était devenu un grand Manitou de la psychologie sociale, et qui ne parlait que d'une chose, la psychanalyse. Il a écrit un livre très connu. Il a écrit, oui, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Oui. Il a aussi écrit des illusions libérales. Enfin, oui. Il a écrit énormément de bouquins. C'était un type tout à fait génial. Et lui, il ne rêvait que d'une chose, c'est la psychanalyse. C'est lui qui vous initie finalement. C'est lui qui ne me parle que de psychanalyse et il lisait Pierre Daco, les prodigieuses découvertes de la psychanalyse. Pendant que, alors moi j'avais une voiture, donc je l'accompagnais de Marseille à Aix. Enfin bon, en copine, on travaille ensemble. On prépare donc les certifs de sciences et cette de sciences se passe très bien. Et là encore, Jacques Paillard, donc qui était le patron, qui avait la chaire de psychophysiologie générale, neuroanatomie, neurophysio, etc., m'appelle. Bon, je termine avec une mention très bien. Et il m'appelle en me disant il faut que vous montiez à Paris, chez Fraisse, à l'Institut de psychologie, faire des études de psychologie expérimentale et de neurobiologie, si vous voulez. Bon, et donc je décide de monter à Paris. Et là, sous l'influence de Beauvois, je monte à Paris, mais au lieu de m'inscrire en psychophysiologie ou en psychologie expérimentale dans ce domaine-là, je choisis la psychologie clinique et pathologique. Et donc, pour terminer sur cet itinéraire, si vous voulez, entre-temps, bien évidemment, je découvre la psychanalyse par des lectures et autres, et j'ai un intérêt, du coup, assez assumé pour la psychanalyse. La psychanalyse, c'est-à-dire un auteur en particulier vous interpelle dessus. Si vous voulez, à l'époque, quand même, le grand Manitou qui va jouer un rôle déterminant dans ma carrière et dans mon itinéraire, c'est Didier Angieux. Que vous découvrez en arrivant à Paris. Oui, enfin, je les avais un peu abordés sur Aix, mais sur Aix, non, j'ai jamais trop accroché du côté de la psychologie clinique et pathologique. Un petit peu la psychologie clinique des groupes avec AS, mais très peu. Et d'ailleurs, vous allez voir, il va en rester une trace, puisque après avoir bouclé donc cet équivalent de aujourd'hui du Master 2, du DESS, enfin qui permettait l'accès, entre guillemets, à un poste de psychologue, il se trouve que je suis jeune, mais je me marie, et j'ai un enfant très vite, ma première fille, et donc il faut que je me mette à bosser, et donc Beauvois va devenir assistant de fac, faire une thèse et autres. Moi, je prends un poste de psychologue au ministère du Travail comme psychotechnicien, vous voyez, à Avignon. Et voilà. Donc vous aviez déménagé entre-temps, alors? Ah oui, entre-temps. Oui, non. J'ai oublié de vous dire que, bien sûr, c'est à Paris que j'ai fait mes études de psychologie clinique et pathologique. Bien sûr. Vous l'avez dit. Ça, et ensuite, vous avez pris un poste à J'ai pris un poste à Avignon, 6 mois. C'est de la psychométrie, je m'emmerde prodigieusement. Et il se trouve qu'un centre semi-privé, c'est-à-dire financé par la Sécurité sociale et la DAS de l'époque, s'ouvre à Châteauroux. C'est le centre psychothérapique de Girogne. Et je candidate, je suis pris, à l'époque, il n'y avait pas de problème, quand je suis arrivé dans ma région, on me proposait un poste en Corse, une dizaine de postes dans le sud, c'était pas du tout la pénurie de postes. Bon. C'est une expérience incroyable, j'ai 23 ans, un truc comme ça, et je me retrouve seul, psychologue bien sûr, mais quasiment, je dirais, en dehors des 2 médecins psychiatres, dont l'un était médecin directeur, donc chargé de la part administrative, et l'autre chef de service, je me retrouve le seul soignant. Et au début, il n'y a pas d'interne, et je fais aussi fonction d'interne, je fais aussi les entrées, je fais aussi fonction de cadre, je me trouve intégré dans le conseil de surveillance ou d'administration, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, avec une permanence par mois de responsabilité de l'hôpital. Il n'y avait pas un profil de poste comme aujourd'hui, avec des missions. Non, mais comme m'a dit justement à Jean-Dieu, en gros, j'ai toujours été un enfant prématuré, et donc il fallait que je me débrouille avec ça. Et là aussi, j'ai eu des responsabilités prématurées. Et du coup, bien sûr, je faisais des bilans de projectifs, des bilans psychométriques, bien sûr, de la psychométrie, des bilans de personnalité aussi. Et les patients revenaient. Les patients revenaient me voir. Et si vous voulez, Girogne, après les tests. Voilà, Châteauroux,
c'est un coin plutôt, c'est Château-Trou, vous voyez. Donc, surtout à l'époque, maintenant je ne sais pas. Et donc là, ces patients sont en demande de psychothérapie. Ils reviennent vous voir après les bien tests. sûr. Et le psychiatre me dit, prenez-les en charge. Mais prendre en charge des gens alors qu'on ne sait pas que faire, en dehors d'entretien de soutien, sauf que c'est le psychologue qui se soutient de ces entretiens plus que le patient, qui lui vient avec son désir. Eh bien, si vous voulez, du coup, comme je suis allé m'inscrire entre-temps en thèse, d'abord à Maisonneuve, qui est en psychologie sociale, et ensuite avec Didier Anzieux, parce que ma thèse a évolué, ma première thèse a évolué vers une analyse, comme on disait à l'époque, du matériel verbal dans les groupes thérapeutiques d'alcooliques. Maisonneuve, à un moment donné, m'a dit, écoutez, vous êtes davantage du côté de la clinique hépato que du côté de la psychologie sociale, même s'il y a des groupes, donc vous voyez plutôt Didier Anzieux. Là se noue une relation très forte avec Didier Anzieux, et auquel je parle bien sûr de mes difficultés de devoir assumer des psychothérapies pour lesquelles je suis pas formé, et il me donne un nom d'une psychanalyste, Paulette Dubuisson, on l'a nommée, présidente du 4e groupe après, qui avait fait son analyse avec Lacan et ses contrôles avec Lagache, et qui donc était élève à l'ancienne Société française de psychanalyse, vous savez, la première scission, pour aller très vite. Et donc, je vais voir Paulette Dubuisson pour lui parler de mes patients, mais au bout d'un an, en gros, je me trouve allongé sur le divan, quoi. Voilà. Et donc, j'entame là une analyse. Et puis, je soutiens ma thèse. Donc, ma thèse qui s'appelle « Validité des critères linguistiques en psychologie clinique », oui. Donc, on retrouve la trace d'une objectivation, d'une approche objectivante qui était au départ celle qui m'avait, encore une fois, intéressé, si vous voulez, au début des études de psycholinguistique, etc. Avec l'idée quand même, si vous vous étiez engagé dans une thèse, avec l'idée d'enseigner alors, oui, par la suite ou C'est sans doute pour ça que je suis si bavard quand vous m'interrogez. Vous avez commencé par l'enseignement, de toute façon. J'ai commencé, bien sûr, par l'enseignement. Mais vous savez que enseigner, c'est finalement donner à l'autre ce qu'on aimerait recevoir, d'une certaine façon. Donc les enseignements que je n'ai pas eus, j'ai essayé de les transmettre. C'est toujours sur cette histoire du manque que se noue, bien évidemment, la plupart de nos conduites. Donc, voilà, je soutiens cette thèse. Ça s'appelait « Analyse en cluster du matériel verbal ». Je suis allé à Vaucresson grâce à Jean Maisonneuve, et j'ai continué à avoir des contacts privilégiés. Il y avait des ordinateurs énormes sur le mur, et où on passait des enregistrements comme vous faites, et qui recrachaient des clusters, des groupes, où on voyait une espèce de correspondance entre des changements dans la dynamique de groupe et dans la position subjective des patients avec des changements morphologiques du discours. Vous voyez, j'ai toujours été branché de ce côté-là, du côté du discours. Je ne l'ai jamais lâché, il m'a jamais lâché pour l'instant en tout cas. Bon. Et donc là, se pose la question de savoir si je vais ou pas à la fac, quoi. Et donc, comme je suis inscrit sur la liste des maîtres assistants, qui correspond aux maîtres de conférences actuels, entre-temps, j'ai écrit un article avec Beauvoir d'ailleurs, j'ai commencé à écrire, j'ai 2 bouquins à partir de ma thèse qui s'appelle « Le vécu de l'alcoolique ». J'ai écrit avec un copain qui a été en stage chez moi, il s'appelle Jacques Durand, un bouquin « Éléments de psychologie et l'usage des travailleurs sociaux », puisque j'étais chargé aussi de la formation des travailleurs sociaux et de la formation des infirmières à l'hôpital à ce moment-là, et avec un autre chef de service de psychiatrie qui arrivait à ce moment-là, un dictionnaire de psychopathologie clinique. Donc j'étais assez jeune, j'avais 25 ans, j'étais bien placé pour une carrière universitaire et j'ai candidaté à l'université d'Aix-Marseille où j'étais recruté à ce moment-là comme assistant. Voilà. Et là, j'ai fait une carrière, j'ai été nommé assez vite maître assistant, maître de conférence de l'époque. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là avec René Caès, dont j'étais l'assistant, donc plutôt psychologie sociale clinique. Et donc, je change d'analyste, et je vais d'ailleurs chez une analyste de la SPP à l'époque, à Marseille, Denise Pache, pour la nommer. J'aurai une très longue analyse, très compliquée, c'est vraiment le bout de la nuit. Vraiment, c'est l'extrême de la solitude, ça a été très difficile.
Voilà. Et puis, si vous voulez, je m'inscris en thèse d'État. Alors la thèse d'État de l'époque, c'est ce qu'on appelait la grosse thèse, quasiment, pour devenir professeur. Et on devenait professeur quand il était quinquagénaire ou sexagénaire, juste avant la pierre tombale, quoi. Bon, je fais une thèse et à ce moment-là, là aussi, je dois beaucoup à Anzieu, parce que Anzieu avait cette espèce de génie de vous balancer des interprétations un peu sauvages, mais qui prenaient sens au fur et à mesure de votre évolution psychique dans la vie. Et à la fin de ma première thèse, il m'a dit « Roland, vous n'avez pas perdu un seul son de vos patients parce que vous les avez enregistrés et travaillé sur leur discours, mais je suis pas sûr que vous les ayez entendus. » Et donc, à la fois cette phrase-là, mon analyse personnelle, bien sûr, et mon propre rapport à la parole et au langage, qui était en analyse, je dirais, à ce moment-là, qui était matériel analytique à ce moment-là, mais aussi la rencontre avec Wolfson, qui a été un roman autobiographique de schizophrène, le schizo et les langues. Bon, je sais pas si ailleurs s'il est schizophrène ou s'il est... En tout cas, c'est un écrivain magnifique, et ce rapport m'a orienté vers la parole comme objet pulsionnel. Donc pendant très longtemps, j'ai eu cette passion qui m'a amené d'ailleurs du côté de Ferenczi sur les conseils de Maisonneuve, puisque j'avais un peu le double parrainage de Maisonneuve et de Didier Anzieu. Un peu en décalage de l'époque, parce qu'à l'époque c'est mais j'ai toujours été en vogue. Tout à fait, j'ai toujours été décalé. Et quand j'arrive d'ailleurs à Aix-Marseille, j'assiste à certains séminaires et à certains débats lacaniens que je trouve absolument chiants. Vous aviez rencontré Lacan en Alors, Lacan, je l'ai croisé, mais comme disait mon ami Constant, qui a beaucoup compté pour moi, quand Conrad Stein expliquait que quand il a fait le tour des entretiens à la SPP pour devenir élève, il a rencontré bien sûr plusieurs personnes, dont Jacques Lacan. Et il dit, quand j'ai rencontré Jacques Lacan, il m'a donné des articles, il m'a fait penser à ce vieux monsieur qui, sur les quais de la gare, m'offrait des bonbons quand j'étais petit garçon. Donc moi, j'ai rencontré Lacan lors des journées freudiennes d'Aix-en-Provence, où j'étais assis à côté d'Octave Manoni, et il voulait absolument que Guattari lui parle de l'objet posita de la schizophrénie. Et je crois que j'étais affolé. Il m'a fait peur. Je veux dire, je ne me voyais pas faire une démarche vers Lacan. Alors là aussi, c'est très compliqué, puisque ma première analyste avait été analysée par Lacan, et peut-être que un des deux analystes qui ont le plus compté pour moi du côté du travail analytique, du contrôle et autres, c'est deux personnes qui avaient un rapport avec Lacan, je vais y venir. Donc, pour terminer sur le plan universitaire, à ce moment-là, je m'engage donc dans des travaux effectivement ferencziens, winnicottiens, au moment où Winnicott n'est pas tellement connu, je m'engage du côté, si vous voulez, d'une approche justement, on va dire, psychanalytique, mais pas post-freudienne au sens classique de l'IPA, plutôt du côté, si vous voulez, Bion m'intéresse, mais c'est surtout Winnicott qui me passionne, et il est très présent dans ma thèse d'État. Donc je fais cette thèse sous la direction à la fois de Didier Anzieu et de Jean Maisonneuve, et elle s'appelle « Recherche clinique et psychanalytique sur l'acte de parole ». Et l'idée, c'est la double allégeance de l'acte de parole. L'acte de parole, là, c'est plus la parole, c'est plus le langage, c'est plus le signifiant. C'est très à la mode, le signifiant, et ça me gonfle comme tout. C'est une thèse non lacanienne, en période lacanienne. Et c'est exactement ce que dira Anzieu, avec des sanglots dans la voix, lorsque ma thèse se soutient. Il dit c'est la première thèse d'État de recherche psychanalytique sur le langage et la parole qui ne soit pas lacanienne. Il le dit avec un sanglot. J'avais bien sûr Jean Guillaumin dans le jury, Lantéry Laura, René Caisse. Avec un sanglot parce que je pense que le rapport de Lacan, de Didier Anzieu à Lacan a été, comme vous savez, très particulier. Et notamment à ce moment-là où mon propre bouquin qui s'appelle Le corps et le signe dans l'acte de parole, mais je sors aussi un ouvrage collectif avec Didier Anzieu, qui s'appelle, je crois, Langage et psychanalyse, et qu'on va présenter à Beaubourg. Et alors c'est assez amusant parce que Anzieu me dit, Roland, si vous voulez, vous passez me chercher chez moi. Nos rapports s'étaient quand même rendus plus, bien que Anzieu soit toujours, c'était un homme très affectueux, très affectif, et qui tenait à distance, justement, je pense qu'il avait suffisamment souffert dans sa propre histoire pour se méfier un peu des relations sociales, et donc c'était progressif, quoi. C'était d'abord Gori, puis Roland, ça a évolué. On était d'abord invité à prendre un verre, ensuite invité à dîner au restaurant, et ensuite on a été invité chez lui, quoi. D'accord, c'était progressif. C'était progressif.
Et donc, Didier Anzieux me dit, Roland, vous passez à la maison, je vous amène en voiture à Beaubourg, et dans la voiture, il me dit, Roland, si on est un peu pris à partie par des lacaniens, vous vous en chargez. Et je lui ai dit, mais Didier, pourquoi est-ce que vous pensez toujours à Lacan? C'est-à-dire, comme je lui ai dit, le moi pot, il l'a élaboré quelque part, quelle que soit la pertinence, encore une fois, théorique, il l'a élaboré dans son rapport au moi imaginaire de Lacan, de la même manière que, je pense, Lacan a élaboré son moi constitué par des aliénations, des identifications imaginaires, mais dans son propre rapport, bien sûr, à ses analystes hyper... Bon, enfin, pour faire vite, pour faire simple sur mon propre parcours, à ce moment-là, mon parti théorique est pris, je vais toujours me situer du côté de Winnicott, que je ne vais jamais lâcher, même aujourd'hui, même si mes retrouvailles avec les concepts lacaniens vont se faire au cours d'un long contrôle que j'ai avec un membre de l'APF, qui était Robert Pujol, qui faisait partie des élèves les plus proches de Lacan. APF l'Association psychanalytique de France. Et Robert Pujol, chez qui je suis en contrôle, en dehors de toute appartenance institutionnelle à ce moment-là, Robert Pujol, avec qui je suis donc en contrôle, c'est un contrôle qui a duré 13 ans, et qui a pris des allures d'analyse quatrième à certains moments, c'est-à-dire de psychanalyse, si vous voulez, bon. Mais bon, j'ai aussi une pratique, puisque je vais en parler en contrôle, j'ai d'autres personnes que je vois en supervision ou en contrôle, mais qui m'ont pas marqué. Celui qui m'a vraiment marqué, c'est Robert Pujol. Et Robert Pujol est toujours resté fidèle à l'importance, alors pour le coup, du signifiant. Donc, je redécouvre le signifiant, mais autrement que je l'avais connu dans ma tendre jeunesse, c'est en quelque sorte l'importance du signifiant en tant qu'il est déterminant dans les choix que l'on peut faire. Et là, dans ce travail de contrôle, je crois que je finis d'une certaine façon mon analyse et je recommence une autre avec Pujol sur le mode, encore une fois, du contrôle. Et j'ai, d'une certaine manière, un retour à Lacan, mais au premier Lacan, celui que Jean-Claude Milner appelle le premier classicisme lacanien, c'est-à-dire celui du rapport de Rome de 1953, sur la parole et le langage. Donc, vous voyez, je retrouve quelque chose, et c'est vrai que le Lacan des mathèmes ou le Lacan de la topologie m'intéresse pas. Finalement, vous retrouvez Lacan, mais à partir d'un contrôle aussi, donc à partir de vos patients, c'est ça? À partir de mes patients et à partir d'une certaine façon de Winnicott. Alors on peut s'étonner, puisque Winnicott a fait partie de la commission d'enquête qui a condamné, qui a excommunié Lacan d'une certaine façon, mais en même temps, Lacan est un de ceux qui a fait publier Winnicott en France dans la revue La psychanalyse, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et puis alors, d'autre part, au bout d'un certain temps, je pose ma candidature de professeur à Montpellier. Donc je quitte Aix-Marseille et je pars à Montpellier. Ne vous quitte pas l'idée d'enseigner non, de vous installer comme professeur. Non, à ce moment-là, je crée le département de psychologie clinique et pathologique à Montpellier, le laboratoire de psychologie clinique à Montpellier, et j'ai pour assistant et maître assistant des lacaniens purs et durs et des chargés de cours purs et durs qui sont pas n'importe qui, c'est-à-dire Jean Birouste, qui était maître de conférence, enfin maître assistant de l'époque, et qui a formé beaucoup de psychanalystes lacaniens à Montpellier, qui était à l'école freudienne. J'ai Claude Guimaury-Adolphson, qui est mon assistant, même s'il est plus âgé que moi à l'époque, et qui est devenu président de l'école de la cause. Donc si vous voulez, et je baigne dans un milieu, Jean-Jacques Gracial, qui à l'époque était chargé de cours, qui après a fait sa thèse avec moi, mais qui était chargé de cours à l'époque, il est plus de ma génération, si vous voulez, bon. Mais bon, là aussi, je suis prématuré. Mes assistants, maîtres assistants sont beaucoup plus âgés que moi. Enfin bon, c'est notre problème. Oui. Et là, je découvre un milieu lacanien beaucoup plus créateur. D'une certaine façon, Jean Birouste, Claude Guimaury-Adolphson ou Jean-Jacques Gracial m'ont fait connaître aussi un milieu lacanien qui n'était pas le milieu conformiste, je dirais, presque technocratique d'Aix-Marseille, quoi. Hein, bon. Et donc, la question va se poser pour moi de savoir un petit peu ce que je fais, ce que je vais devenir. Alors, j'ai aussi des responsabilités, c'est que je suis élu au Conseil supérieur des corps universitaires. C'est l'équivalent du CNU, du Conseil national des universités. Et j'ai été soutenu par Didier Anzieux, Jean-Guillaume Monique S. En gros, la question du pouvoir universitaire, logiquement, à cette époque-là, aurait dû revenir à René Caisse, mais qui n'en a pas voulu. Et donc, moi, tout jeune professeur, à la trentaine, j'en ai hérité, je me suis retrouvé en position un peu de pouvoir à ce moment-là, c'est le pouvoir de nomination, de recrutement. Et puis, élu syndical, et donc, je décide, pour des raisons personnelles, je décide de revenir sur Aix-Marseille.
Vous avez déjà beaucoup bougé, J'ai finalement. déjà beaucoup bougé, oui. Je suis un peu un hyperactif. Hein. D'ailleurs, c'est ce que disent mes filles. Elles craignent beaucoup que je sois hyperactif. Je leur dis, c'est très simple. Je suis sur un vélo, je pédale. Si je m'arrête, je tombe. Donc, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Bon. Et encore une fois, avec cette prématurité dont Didier Angieux me diagnostiquait le caractère. Et donc, je crée, alors, à ce moment-là, à Aix-Marseille, le Centre interrégional de recherche en psychologie clinique et en psychanalyse. Et donc, ça va être un moment très important puisque je vais avoir dans ce centre qui fonde à la fois une formation doctorale, je dirais que c'est presque la première formation doctorale. Paris 7 est venu un tout petit peu après, c'est la première formation doctorale qui est ouverte à la fois aux internes en psychiatrie et aux psychologues cliniciens. Et ça, c'est important avec cette idée que les deux se débrouillent avec le réel de la clinique, avec, je dirais, la vulnérabilité que produit la clinique sur les capacités de pensée du psychiatre ou psychologue. On est habilité, les choses se passent au mieux, je vais pas détailler, mais enfin, donc si vous voulez, c'est un gros truc. Ça anime du monde. Ça anime du monde. On a une revue clinique méditerranéenne à l'époque, qui existe toujours. Qui existe toujours. Et il y a des soutenances de thèse, et je préside le jury de thèse de Marie-Jean Sauret, par exemple. Je dirige la thèse de Jean-Jacques Racial. Je suis dans le jury d'habilitation de recherche d'Henri Stoulman de Toulouse. Enfin, j'ai aussi mes propres élèves qui deviennent maîtres de conf, voire profs. Et puis arrivent les abominables experts. Les abominables experts créés par cette espèce de mammouth de Claude Allègre, qui est vraiment la catastrophe même au ministère de l'Éducation nationale. Il n'a eu dans l'horreur comme équivalent que Jean-Michel Blanquer. Et donc, il va falloir aligner les formations doctorales, et notamment, bien sûr, les DEA, sur le modèle des sciences, et le modèle des sciences tel qu'il a été un peu colonisé par la civilisation nord-américaine. Et donc, je vois débarquer des gens que j'estime pas beaucoup pour l'expertise, je ne donnerai pas les noms, ils sont inintéressants, ils seront effacés par l'histoire, qui considèrent que publier dans Clinique méditerranéenne, c'est l'autopublication, qui considèrent que les gens qui appartiennent, il y avait quand même le président de la section de psychiatrie du CNU de Nice, mais tout ça ne compte pas. Il y avait pas mal de praticiens aussi des différents courants, parce que dans le CIRPC, je voulais pas qu'il appartienne à une institution. Et donc, on ne parlait pas qu'une seule langue psychanalytique dans ce centre de recherche. Et donc, je sens la menace, et déjà la médecine commençait aussi un peu à tressaillir, et alors que le DEA de psychopathologie clinique était cherché par les internes pour devenir praticien hospitalier, etc., on sent de ce côté-là qu'ils sont en train de partir. Et effectivement, Poinçot va prendre sa retraite, donc ça va me faire perdre, si vous voulez, un appui majeur, et la médecine considère que ce DEA, c'est de la philo, quoi. Hein. Pour eux, c'est de la parapsychologie. Mais c'est pas de la science, c'est pas... Donc déjà, on sent un peu frissonner, tressaillir ce qui constituait quand même l'originalité, c'est-à-dire la possibilité de faire rencontrer des praticiens de formations originaires différentes. Arrive la menace de la non-réhabilitation du DEA. Ils avaient déjà fait le coup avec Paris 13, ils avaient fait le coup aussi avec La Planche, ils avaient fait le coup à Lyon avec AS, etc. Je sens la menace, et donc je demande pas l'habilitation, et on dissout d'une certaine manière l'équipe doctorale, et moi je m'en rattache à ce moment-là à psycho, où je suis accueilli par un copain qui dirige la formation doctorale de psycho à Aix-Marseille. Donc, et là je sens vraiment le danger, je sens que vraiment les choses sont en train de changer, c'est-à-dire que on est, si vous voulez, au début des années 90, et je sens que les critères ne sont plus les mêmes. On va dire que la psychanalyse a perdu l'adhésion de l'opinion publique, de la culture et la reconnaissance académique, et les choses ont mal tourné. Qu'est-ce qui vous fait penser ça à l'époque ? Par exemple, le départ de la médecine, de la formation doctorale. Alors que, si vous voulez, 2-3 ans avant, quand j'échange avec le doyen de la fac de médecine, il me dit « Ah oui, mais vous, c'est important, vous êtes le responsable du débat. » Donc, en gros, ça avait une valeur, ça n'a plus 2-3 ans après. Donc, la revue n'est pas reconnue comme revue qualifiante, et que ça le sera plus tard. Mais à ce moment-là, alors que j'avais lâché, je dirais, des postes de responsabilité, bon, j'étais directeur de département, directeur de laboratoire à Aix-Marseille, mais je milite pour une élection de cette liste sur laquelle je figure à ce moment-là au Conseil national des universités, où j'ai siégé donc pendant 15 ans.
j'ai siégé pendant 15 ans, j'en ai même été vice-président et président. Quelles étaient les missions ? Alors, les missions du CNU, c'est des missions de qualification sur des listes de maîtres de conférences ou sur des listes de professeurs. C'est également les promotions des maîtres de conférences et des professeurs en première classe ou en classe exceptionnelle. C'est de distribuer des congés sabbatiques qui permettent de faire de la recherche pendant 6 mois, par exemple. C'est un poste de pouvoir assez important. Et là, j'apprends d'une certaine manière avec des gens plus ouverts, plus intelligents que les pseudo-experts qui nous sont tombés sur le crâne. J'apprends effectivement la nécessité peut-être d'une reconnaissance communautaire dans une discipline comme la psychologie, à laquelle peut-être nous n'avions pas prêté attention, nous qui avions un peu le tropisme de la psychanalyse. Un peu à la manière des psychanalystes, nous étions plus dans des tribus que, je dirais, dans une communauté universitaire. Et donc j'ai même milité à ce moment-là pour qu'il y ait un travail qui se fasse de reconnaissance. Et comme vous l'avez compris, j'avais divorcé, et donc entre-temps, j'ai rencontré Marie-Josée Delvolgo, qui est venue faire un DEA avec moi, qui ensuite est partie bien sûr faire sa thèse et son habilitation avec d'autres personnes. Et elle est médecin, elle a une thèse de neurosciences, et elle m'apprend aussi d'une certaine manière les mœurs universitaires en sciences, en médecine. Et donc, si vous voulez, j'essaie de trouver un peu des critères qui à la fois reconnaissent la spécificité de la psychopathologie clinique, mais sans pour autant renier l'appartenance académique et universitaire qui est assez loin et c'est réel et c'est coutume et qu'on ne peut pas bousculer comme ça, même si, encore une fois, on les avait poussés jusqu'au ridicule avec les réformes stupides de Claude Allègre. Il n'empêche que on ne peut pas totalement ignorer que la psychopathologie, la psychologie clinique, comme la psychiatrie, appartiennent dans les formations académiques à des universités qui ont des règles, des coutumes, des lois, et qui d'ailleurs sont à ce moment-là en train de changer, de se normaliser, comme vous savez, avec plus de surveillance, plus de contrôle, plus de régulation. Donc vous avez pris des postes aussi, comme vous dites, de pouvoir, aussi en lien avec l'idée de pouvoir défendre quelque chose Alors, je pense que s'il reste quelque chose de mon action à l'université, j'espère que ce sera la reconnaissance de ma volonté un peu toujours de conciliation des contraires. Mon père me l'a dit quand j'étais tout petit que j'avais un esprit de contradiction, et Angiou me l'a dit à sa façon, lorsqu'il m'a dit en gros vous êtes devenu trop lacanien après avoir été très winnicottien. Je crois que si vous voulez, j'ai toujours essayé de faire coexister d'une certaine manière des contradictions, sans les résoudre par des compromis qui sont souvent des compromissions. Et donc je crois que j'ai là essayé à la fois de soutenir la cause de la psychanalyse, et j'ai en même temps essayé de faire passer dans le milieu de la psychologie clinique, de la psychopathologie, les exigences de l'université qui supposaient un certain effort de formalisation. Donc j'ai à ce moment-là aussi beaucoup travaillé sur l'épistémologie, sur les exigences qui sont des exigences de salubrité académique, sans tomber dans l'inquisition expertale qu'on va subir. Donc ça va inaugurer ça dans les années, on va dire 90-2000, même si par ailleurs je fais un bouquin sur la logique des passions, parce que, comme disait Angiou, les passions me passionnent. Oui, mais en tout cas, ce sont des ouvrages qui, je ne sais pas comment vous le définiriez, mais des ouvrages qui interpellent beaucoup l'espace public aussi. Pas tout à fait encore. À l'époque, il y a quelqu'un dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais il y a quelqu'un d'autre qui, à ce moment-là, va jouer un rôle majeur pour moi, c'est Constantin. Constantin va m'apprendre qu'il est possible d'accomplir le travail psychanalytique en dehors de la cure type, en dehors de la séance. C'est aussi la possibilité, si vous voulez, de ne pas réduire la psychanalyse à un modèle de situation type divan-fauteuil. Je veux dire que moi, j'ai entendu Constantin, qui est devenu un ami très proche, qui a même été mon témoin de mariage, eh bien traverser le Luxembourg en me parlant de ses rêves et en me donnant une leçon d'interprétation des rêves. Et là, avec Conrad, il va y avoir la découverte d'une méthode que je vais ensuite d'ailleurs pratiquer avec de nombreux jeunes analystes, de nombreux praticiens de la psy, praticiens de la médecine, praticiens du travail social, praticiens de la pédiatrie, etc., qui va être autour de ce que va créer Daniel Brun, avec qui je travaille beaucoup à ce moment-là, qui est du côté de psychanalyse et médecine. En gros, la possibilité pour des pédiatres, pour les médecins, de parler de leur pratique.
Alors, c'est pas le Baline, c'est une méthode très particulière, que je vais pas pouvoir vous exposer là, qui montre justement l'authenticité de ce que peut être la transmission de l'analyse dans des activités qui ne sont pas forcément des activités qui prennent pour finalité la cure type. Et à ce niveau-là, Stein est aussi très lacanien. Vous savez que Lacan l'a pas mal courtisé, non seulement lors de l'entretien où il a offert des bonbons dans le quai de la gare, mais l'a beaucoup courtisé puisque dans les séminaires, il dit qu'en Stein, qui n'est pas de nos élèves, etc. Et pourtant, il se réfère à lui dans le séminaire encore à d'autres moments. Je crois que Conrad allait assister, bien sûr, au séminaire de Lacan, etc. Mais il avait une approche très originale du travail analytique. Et en particulier, le contrôle avec lui, c'était pas une leçon de choses sur le patient, c'est pas une leçon de maîtrise, où on dit en gros à l'analysant en formation, voilà ce que vous auriez dû faire. On travaille à partir de ce qu'il dit, pour essayer de montrer comment il s'est approprié transférentiellement le transfert de son patient. Et donc c'est vraiment une méthode très particulière et qui m'a beaucoup marqué. Que lui avait pu évoquer avec Lacan, par exemple, aussi. C'est vraiment quelque chose qui est bien aligné. On a eu d'autres occasions. Alors avec Lacan, je ne sais pas. Par contre, il y a eu entre Stein et Lacan, pour vous donner un exemple, quand Stein a écrit à Lacan, il lui a envoyé son livre L'enfant imaginaire, et il lui a dit en gros, je sais ce que je vous dois sans savoir ni comment ni pourquoi. À quoi Lacan a répondu, mon cher Stein, très heureux de vous avoir fait un enfant. Ça on va imaginer. Bon voilà le type d'échange. Donc je crois que c'était des rapports compliqués, mais qui les regardent. Moi je crois que c'est pas par hasard que je me sois toujours trouvé situé indirectement par rapport à Lacan. Ça n'a jamais été en face à face, ça n'a jamais été, si je veux dire, direct. C'est pas un hasard. Ceux qui m'ont le plus marqué, en dehors de ma première analyste, qui avait été analysée par Lacan, Robert Pujol a été analysé par Lacan, il a fait partie de ceux qui se sont séparés de lui au moment de la deuxième scission. Il a fondé l'APF à ce moment-là. Et là, c'est pareil. Chez Stein, il y avait une proximité avec Lacan, mais c'est pas tout à fait pareil. Je crois que un jour, j'ai écrit quelque part, ou j'ai dit quelque part, que Lacan est comme la mort et le soleil, on ne peut pas les regarder en face. Ça a énormément énervé mon ami Jacques-Alain Miller, qui m'a aligné dans, je sais plus si c'était Ornicard ou Lannes. Et donc j'ai appelé Jacques-Alain, je lui ai dit, écoute, je crois que tu te trompes, parce que je rends compte uniquement de ma propre expérience. Il a reconnu que, et il m'a donné acte que c'était quelque chose qui me concernait, moi, et non pas, bien sûr, la politique du monde lacanien. Oui, donc, parce que vous vous étiez pas positionné, vous, par rapport aux scissions alors moi, j'étais pas du tout positionné, mais là aussi, par rapport, si vous voulez, aux scissions, il se trouve que, bon, alors après, personnellement, j'ai fait tout le parcours à FEDEPSI et l'école psychanalytique de Strasbourg, très marqué par Israël, comme vous savez, par Lucien Israël, et donc j'ai fait tout le parcours du compagnonnage, etc. Et après, j'ai fait aussi le parcours d'Espace Analytique. Je suis donc aujourd'hui membre d'Espace Analytique depuis déjà un certain temps. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est, vous voyez, Stein, Pujol ou Paulin Dubuisson, c'est des gens qui ont eu à voir avec Lacan, mais qui s'en sont séparés. Et je crois que le Lacan qui m'intéresse, je le redis, je le répète, c'est le Lacan de la parole et du langage. C'est pas le Lacan des baptêmes. Le premier Lacan, c'est le premier, celui-là, reconnaître que l'analyse n'a qu'un médium, c'est la parole, était quelque chose de très fort, je pense, très juste. Et qui vous a permis de penser vos rencontres, justement, par la suite, avec vos patients? Alors, je pense que oui, ça a modifié totalement ma pratique. J'ai acquis une liberté qui me paraît être la condition de l'écoute flottante de l'analyste. Tant qu'on est dans un stéréotype figé de la cure type et, entre guillemets, du silence, de mon point de vue, ça ne va pas. Alors quand même, peut-être juste vous dire aussi que il y a eu beaucoup de rencontres, donc vous avez compris l'importance qu'a eu Marie-Josée, non seulement parce qu'elle m'a épousé, si j'ose dire, mais parce qu'elle m'a permis aussi d'épouser des critères épistémologiques de validité des discours. Et puis, on y vient, avec Pierre Félida, on a créé le séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse. Le SURP. Le SURP, voilà. Mot imprononçable, comme dit notre ami Marie-Jean Sauret. Et là, avec quelques amis, nous avons défendu la cause de la psychanalyse à l'université. Et ça a pour moi un peu institutionnalisé ce qui était ma position à l'intérieur du CNU. Donc si vous voulez, là, je dirais que j'ai pu aussi travailler pour soutenir cette cause-là avec Pierre Félida, qui avait une autorité extrêmement importante
comme vous savez, et j'ai pu soutenir la possibilité de nomination de beaucoup de nos collègues qui sont devenus de vieux professeurs maintenant. Je ne vais pas égrener leur nom, mais je dirais qu'il y a très peu de professeurs de psychopathologie qui ne soient pas à un moment ou à un autre passés sous le regard. Je ne vous ai pas rencontré. Voilà. Bon. Il y a toute cette carrière universitaire, et je ne vous ai pas demandé, mais en parallèle, il y avait donc votre activité clinique. Absolument. Mais en libéral ou toujours à l'hôpital? Alors, est-ce que vous avez gardé j'ai gardé des consultations, à l'hôpital un temps, et avec également, bien sûr, la codirection du centre de recherche et ma direction du DEA. Si vous voulez, j'ai inscrit un peu un certain nombre de consultations, même bénévolement quasiment. Mais ce qui a importé, c'est surtout le libéral. Bon, c'est évident que c'est là où j'ai la plus forte activité. Il y a eu un moment où je n'ai pu aller assurer des consultations à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un patient qui a pu faire rencontre pour vous, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, en tout cas qui a pu faire rencontre telle que vous avez pu parler des rencontres là à l'université? Il y en a certainement plusieurs. Mais il y en a un dont j'ai parlé, qui a fait l'objet d'un chapitre de livre écrit par une journaliste le livre s'appelle « Mon patient préféré ». Le titre est un peu idiot, hein. Je lis d'ailleurs la journaliste, mais bon. De Monclos. Voilà, vous la connaissez? Oui. Une vie très sympa, mais bon, je lui ai dit que je trouvais le titre, elle était d'accord d'ailleurs, un peu absurde. Bon. Et je crois que c'est un patient qui, d'une certaine façon, parce que lui-même était prisonnier, je dirais, d'une manière très rationnelle et logique de penser, m'a permis, d'une certaine façon, de m'émanciper de la logique d'une pratique analytique telle que je l'avais apprise, et de m'ouvrir vers autre chose. Bon, c'était aussi... Parce qu'il est venu vous questionner? Il est venu me questionner. C'est un patient que vous aviez en libéral? C'est un patient que j'avais en libéral 2 fois par semaine, et qui, je pense, si vous voulez, son problème majeur, c'était de s'autoriser à être. Et moi, je crois que c'était de m'autoriser à être analyste d'une certaine façon, c'est-à-dire avec plus de liberté de penser. Donc, une rencontre? Oui, mais il y en a eu plusieurs. Même encore aujourd'hui, il y a des patients qui m'affectent plus que d'autres. Qui vous amènent à redéfinir des choses que vous avez pu écrire, des choses que vous avez pu dire, des positionnements de votre part? Ça nécessairement, mais je crois que on attribue trop vite un sens, on attribue trop vite une cause à ce qui nous détermine, alors que quand même le principe de base, c'est que tous ces sens, ces causes, ces attributs que l'on peut faire ne sont que des rationalisations. Et justement, le plus difficile dans notre métier, c'est d'admettre que nous sommes déterminés par quelque chose que nous ignorons, mais que les mots peut-être peuvent dire parce qu'ils disent de nous ce que nous ignorons d'eux, pour reprendre la phrase de René Char. Donc, c'est toujours après coup, à rebrousse-poil, qu'on peut reconstruire un peu ce qui nous a fait changer ou ce qui nous a fait être d'une certaine manière. Alors je reviens à ma question de tout à l'heure. Vos écrits, avec Marie-Josée Delvolgo ou d'autres, ont eu un retentissement au niveau, je dirais quand même, du grand public. Est-ce que vous auriez une explication? En tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, vous êtes quand même le psychanalyste qui est le plus, peut-être le plus connu, je ne sais pas si vous le diriez comme ça, en tout cas qui peut être très médiatisé, qui est très demandé. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps pour votre film, Une époque sans esprit, vous étiez invité également au Grand Palais, ce week-end vous êtes invité à Ecopos, vous êtes invité un peu partout en France et même peut-être ailleurs. Comment vous expliqueriez ça? Alors, et ce matin, j'étais invité par le syndicat Sud. Il y a l'appel des appels aussi, voilà, dont on n'a pas parlé, mais... Voilà. Alors, si vous voulez, après la disparition de Pierre Félida, je n'ai été président pendant je ne sais pas combien d'années, et là, déjà, j'étais un peu en train de changer. C'est-à-dire que une question s'est posée à moi, donc déjà, comme vous l'avez compris, je me coltinais un peu le travail sur les critères d'évaluation, sur qu'est-ce qui fait que c'est valable ou pas, qu'est-ce qui donne la valeur ou pas. Mais ce qui m'a frappé quand même assez vite, c'est de constater que ce n'était pas que la psychanalyse qui était impactée par ces nouvelles formes sociales de l'évaluation, c'était l'ensemble de nos métiers. Et donc là, on se rapproche effectivement d'une autre question, c'est que, et ça va donner l'appel des appels, c'est-à-dire que, bon, personnellement, comme vous l'avez compris, j'ai adoré l'université, ça a été non seulement le moteur de mon ascension sociale, mais ça a été aussi le vecteur de ma propre émancipation.
Donc pour moi, l'université, c'était vraiment le rêve que j'avais lorsque j'avais 18 ans. Et à la fin, j'ai trouvé que ce métier était abominable, c'est-à-dire que c'était plus le même. On était commis d'office à un certain nombre de tâches qui n'avaient plus rien à voir avec le plaisir d'enseigner, avec le plaisir de chercher, avec le plaisir de communiquer. C'était, comme vous le savez, de plus en plus une espèce de taylorisation de nos tâches et leur prescription par des pseudo-experts qui sont des rigolos ou des médiocres la plupart du temps. Quelques-uns sont pas si mauvais que ça, mais je dirais 90% sont des arrivistes qui ont trouvé cette voie-là pour nous imposer leur langue, qui n'est rien d'autre que la langue, à mon avis, d'une civilisation néolibérale des mœurs. Et donc, là, on va du côté de la normalisation, de la mise en place de dispositifs de contrôle, de surveillance, de normalisation. Et donc, on va davantage du côté de ce que Foucault appelle le savoir, c'est le savoir au nom duquel on va donner des ordres, et c'est comme ça que je pense qu'aujourd'hui, la psychanalyse, la sociologie critique, la psychothérapie institutionnelle, la phénoménologie, d'autres manières de concevoir le monde ont été discréditées par des évaluations qui sont des évaluations liées à un savoir, si vous voulez, néolibéral sur le monde, c'est-à-dire à une certaine conception de l'homme conçu comme une micro-entreprise, l'homme auto-entrepreneur de lui-même, comme dit Foucault, c'est-à-dire une micro-entreprise ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Et Foucault va, peut-être pendant les 10 bouquins que j'ai publiés au Lien qui libère, va me servir un peu de guide, voyez, parce que c'est le philosophe de la norme, parce que il me permet de comprendre, si vous voulez, le néolibéralisme, et le néolibéralisme non pas comme un prolongement simplement du libéralisme, mais comme véritablement une rupture par rapport au libéralisme, c'est-à-dire effectivement une conception qui fait que l'État ne doit pas s'abstraire des marchés, mais il doit au contraire appuyer les marchés en épousant leur modèle, leur paradigme et leurs critères. Alors on a publié Immanuel Delvaux 2 ouvrages qui ont eu un tout petit succès, La santé totalitaire. Et c'est eu un beau succès au niveau universitaire. En tout oui, non, ça a été traduit aussi. Mais non, ça a eu un succès par rapport à d'autres choses que vous avez pu publier. Je pense que le bouquin qui viendra avec La fabrique des imposteurs en 2013, c'est celui qui me fera un tabac, non seulement en termes de chiffres de vente, mais en termes de vues sur le net. Par exemple, j'ai 1 700 000 vues de ma conférence à la faculté de médecine de Nantes. J'ai 4 500 000 vues sur un bout du film, vous savez, sur la blague de l'expert et du berger. Donc il y a là un écho, il y a un effet. Ça a parlé, voilà. À ce moment-là, on va rencontrer aussi d'autres publics. Ça va pas être simplement, c'est pas que les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on va parler avec des magistrats, on va parler des journalistes, on va parler des éducateurs, on va parler. C'est un impact politique. C'est un impact politique. Et là, je sors de plus en plus, c'était déjà un peu le cas, mais je sors de plus en plus de cette illusion propre aux psychanalystes qui pensent que ce sont des martyrs et des héros que la société ne comprend pas. Je crois simplement qu'ils sont impactés, comme toutes les autres professions, toutes les autres modes de pratique et de pensée, par les valeurs d'une culture qui, en changeant, peut à ce moment-là ne plus les aimer comme avant et voire les rejeter. Mais c'est la vérité pour d'autres choses aussi. Et donc là, je constate que finalement, la culture dans laquelle on est de plus en plus aliénante pour les professionnels. C'est-à-dire qu'elle les dépossède de leur savoir, de leur savoir-faire et de leur savoir-être, et qu'elle leur prescrit les séries de tâches qu'ils doivent accomplir pour atteindre un score sportivo-managérial qui n'ont plus de sens, défini par le taux d'audience pour les journalistes, défini par la tarification de l'activité pour les médecins, défini par les impact factors pour les universitaires et les revues, enfin un peu partout, le nombre de dossiers pour les magistrats, le nombre de bâtons pour les flics, etc. Et donc là, il y a une véritable perversion sociale et politique de la manière d'évaluer. Donc ce que nous avions subi à l'université, qui avait permis quand même de marginaliser les psychanalystes et de les marginaliser au point que lorsque j'ai quitté l'université, ceux qui m'ont succédé, comme Alain Bellozer ou Marie-Jean Sauzeret, se sont heurtés à une nouvelle barbarie technocratique portée par d'illustres inconnus dont l'histoire ne retiendra pas grand-chose. Et là, je laisse tomber les œillères du psychanalyste. Nous sommes face à une crise des valeurs dans une société donnée, à une époque donnée.
Et donc, il ne s'agit pas de défendre simplement la psychanalyse à l'université, il s'agit de repenser le lien social, il s'agit de repenser la manière de donner la valeur des objets dans le monde. Et là, c'est avec Stéphane Chédry, on lance, et un certain nombre d'amis, on lance l'appel des appels, donc, qui est la reconnaissance que s'il y a un appel qui s'appelle Sauvons l'hôpital, Sauvons l'université, Sauvons la recherche, Sauvons les rasettes, Sauvons, etc., c'est bien qu'il y a un problème, quoi, et un problème partagé. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'effectivement, j'ai un engagement plus citoyen, et je dirais que Foucault toujours me sert énormément quand même de boussole, jusqu'à mon dernier bouquin, où je trouve que Foucault est un peu dépassé, parce qu'il rend compte d'une société disciplinaire, alors qu'on a déjà basculé dans un autre monde, qui sont les sociétés post-disciplinaires. Et là, j'ai davantage besoin de Deleuze et de Guattari pour penser ce qui nous arrive. Par rapport à ça, justement, je posais la question à Alain Bellozor, Marie-Jeanne Sauré, dans ce contexte. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'avenir de la psychanalyse, du courant analytique, en tout cas de la place de la parole laissée au sujet? Justement, Olivier, vous avez dit l'essentiel. C'est pas la question de la psychanalyse. Austin, il me disait, la psychanalyse n'a pas toujours existé. Rien ne garantit qu'elle existera encore. Et je crois que c'est très vrai. Je pense que il est possible qu'elle soit complètement liquidée, éradiquée. On a suffisamment de barbares en poste de responsabilité, en psycho et en psychiatrie, pour effectivement penser qu'elle puisse être éradiquée. Alain Bellozor disait que les batailles importantes avaient déjà été perdues finalement pour la psychanalyse. On a perdu tous les postes. Les laboratoires de recherche. Bien sûr, c'est réduit comme peau de chagrin, mais ça ne veut pas dire que la psychanalyse ne reviendra pas. Il peut y avoir une résurgence. Il y a des mouvements de balancier. Et on est toujours, en quelque sorte, dans un mouvement où on peut espérer un changement, et je n'exclus pas du tout que la psychanalyse, mais elle se réinventera. Ça ne sera pas celle qu'on a connue, et puis peut-être que d'une certaine façon, c'est pas plus mal qu'elle soit obligée de se réinventer, et qu'elle puisse retrouver d'autres formes et d'autres manières de se pratiquer, de se penser. Je pense que par exemple, l'exemple qu'on peut donner, c'est ces derniers temps, le travail analytique dans les services de médecine a été accueilli avec beaucoup plus de faveur que dans les services de psychiatrie qui sont devenus complètement vétérinaires. Bon, donc, et sans intérêt, je dirais, pour aller vite. Il y a eu des psychiatres qui savent plus qu'un diagnostic et qui ne savent plus qu'une psychothérapie. Donc. Parce qu'on les a formés de telle façon qu'on les a invités à s'identifier à l'ordinateur. Il ne faut pas oublier que Robert Spitzer, qui est un des deux oiseaux qui ont créé le DSM-3, contre la psychanalyse notamment, il avait inventé en 1968 un truc qui s'appelait Diagno, qui était un ordinateur qui faisait les diagnostics à partir de réponses à des questions. Et en 1983, il publie un article qui s'appelle « Les cliniciens sont-ils encore nécessaires ?», où il rend compte que, en gros, les ordinateurs vont pouvoir remplacer les cliniciens. Donc, en gros, aujourd'hui, les DSM-5, qui sont d'une stupidité totale, eh bien, si vous voulez, ça n'est rien d'autre que, en gros, le comportement des psychiatres identifié à des ordinateurs. Pour en revenir à votre question, vous avez lâché un mot important, c'est celui de la parole. C'est-à-dire que l'avenir de ce type de technique de soi, comme l'avenir de notre démocratie, à mon avis, elle est consubstantielle à une réhabilitation de la parole. C'est-à-dire que c'est la place de la parole dans notre société. C'est-à-dire qu'on a remplacé la capacité sociale de penser par le langage administratif. Et donc ça veut dire que, en gros, on n'est plus en capacité de penser, ça veut dire qu'on a mangé, si vous voulez, un dispositif technocratique qui pense pour nous. Donc c'est ça le problème aujourd'hui des évaluations, des expertises, etc., ou des diagnostics. Donc ça veut dire que si on en arrive là, alors, s'il n'y a plus effectivement de parole, on sera dans une société de termites où le numérique et les nouvelles technologies, qui sont tout à fait formidables, serviront comme instrument social et politique pour nous aligner sur ce que Deleuze appelle les autoroutes de servitude. Et donc, le jour où on sera tous alignés sur des autoroutes de servitude et où il n'y aura pas de résistants qui demanderont à parler, à être entendus, et en gros à faire émerger la figure d'un autre auquel on s'adresse, eh ben alors peut-être qu'on n'aura plus l'espèce humaine. D'où l'importance, je vous remercie encore d'avoir pris la parole sur votre parcours et sur votre façon de penser justement la place de la parole du sujet aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important et vos prises de position, aussi bien on l'a pour ce podcast, mais aussi à différents niveaux finalement, dans différents médias, est l'essentiel aujourd'hui. Je dirais que les cliniciens puissent entendre ce qui se joue aujourd'hui en termes effectivement
d'évaluation, mais aussi de prise de parole. C'est peut-être l'enjeu. Je crois, Olivia, que si vous voulez, ce que je reproche aux praticiens, psychanalystes, psychologues, psychiatres, c'est qu'ils ont souvent une vision de boutiquier. Et ça, c'est terrifiant. Et par exemple, j'ai entendu des âneries du style qu'aujourd'hui je fais de la politique, je fais plus la psychanalyse. Bon, d'abord, je passe des heures et des journées à pratiquer la psychanalyse, et peut-être plus que ceux qui m'accusent de faire la politique, mais il faut bien se rendre compte que le jour où vous serez obligé, comme à l'université, n'est-ce pas, de recevoir vos patients à la porte ouverte ou avec une caméra, l'analyse ne sera plus possible. Donc si vous voulez, ça ne veut pas dire que bien évidemment on va se focaliser uniquement sur ces conditions matérielles d'exercice de la psychanalyse, mais moi j'ai déjà vu dans la pratique passer les patients de 4 à 5 séances par semaine à 1 ou 2 par semaine. On ne peut pas ignorer que nos pratiques, elles sont poreuses par rapport à un environnement, et qu'il peut se produire que l'environnement ne permet plus, empêche. La censure aujourd'hui, c'est pas l'interdiction. L'interdiction, je te l'interdis. Donc ce que je t'interdis pas est permis. C'est la loi, pour aller vite. La norme, c'est pas ça. La norme, elle est partout. On ne sait pas ce qui est permis et ce qui est interdit. Et elle permet de se mêler d'à peu près tout. Donc aujourd'hui, encore une fois, de la même manière qu'on a démoli des laboratoires de recherche au nom de la science, qui n'est pas de la science, je veux dire, si un physicien quantique ou un physicien einsteinien me parle de science, je m'écrase. Mais ceux qui nous ont parlé de science me font mourir de rire ou pleurer de chagrin. Oui, bon. Où sont les cliniciens aujourd'hui, les psychanalystes aujourd'hui, et l'enjeu est de pouvoir aussi prendre la parole, pas que... Et s'ils sont dans leur boutique, franchement, ils en ont plus pour très longtemps. Il faut que nous portions notre attention, peut-être que c'est ce que je laisserai dans mes derniers travaux, j'espère que c'est pas que ça, il y a aussi toucher le favant, mais en gros, de porter attention aux conditions sociales qui permettent ou empêchent l'exercice d'un métier et la spécificité d'une méthode, la spécificité d'une heuristique. Et là, je crois que nous avons à nous mobiliser. Merci beaucoup pour cet échange et cette rencontre. Merci Olivia, à bientôt. Défendre la possibilité d'exercice de nos métiers et soutenir la possibilité d'expression d'une parole, voilà ce que Roland Gori met sur le devant de la scène, autant politique que médiatique. Toutefois, j'espère que par son histoire, vous avez également pu entendre le psychanalyste passionné. Passionné par le langage, l'écriture, la parole, la liberté, mais également passionné par les passions, comme il aime à le dire. Roland Gori est celui qui, aujourd'hui, soutient que des choix sont encore possibles, qu'une certaine forme de pensée, de vision du monde et de travail sont toujours possibles. Parce qu'il y a des appels qui nécessitent d'être entendus. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.